Comment le microbiote vous rend allergique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler donc du microbiote, pas des allergies. Comment les deux peuvent, comment un mauvais microbiote peut entraîner des allergies. C'est pas quelque chose qu'on évoque souvent. C'est peut-être une cause méconnue des allergies. C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Joris, qui est notre coach chez Bimove, qui est spécialiste des intestins et justement du microbiote. Salut Joris. Salut. Ça va? En Ouais, forme? toi? Bah Ouais, super, ça ouais. va. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais bien, que tu maîtrises bien, qui est donc le microbiote, qui est un de tes sujets de prédilection. Alors d'ailleurs, juste avant de démarrer, on va parler donc du microbiote dans cette vidéo. Vous allez apprendre plein de choses sur le microbiote, vous allez voir, c'est passionnant. Juste avant de démarrer, si jamais vous souhaitez justement savoir si vous avez un microbiote de qualité, parce que peut-être vous allez dire dans cette vidéo, ok, c'est intéressant tout ça, mais moi, est-ce que je suis concerné? Est-ce que je ne serais pas par hasard moi aussi avec un microbiote de mauvaise qualité? On vous a préparé un document qui permet de tester votre microbiote pour savoir si justement à la fois votre microbiote et votre intestin sont en bon état. Et vous pouvez parfois penser que tout est OK, que tout va bien, et en fait non, il y a des problèmes parce qu'il y a des conséquences un peu dans tout votre corps. On rentre dans les détails. Ce document de test, il est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Vous cliquez, on vous envoie le document de test. Vous n'avez plus qu'à compléter et vous aurez la réponse. Là, c'est plutôt bien fichu. N'hésitez pas à le télécharger. On vous met donc le premier lien dans la description et le petit i aussi comme info. Comme ça, vous avez le document de test pour vérifier que votre intestin est en bon état et votre microbiote aussi, justement. Alors, peut-être que des gens se connectent sur cette vidéo et se demandent, OK, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que le microbiote en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous suivez mes vidéos, peut-être que vous êtes déjà au courant. On va néanmoins faire un rappel parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Jory, justement, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que le microbiote intestinal? Alors, en gros, lorsqu'on est, nos intestins sont plus ou moins stériles. Finalement, on se rend compte que finalement, c'est pas le cas. Donc, stérile, c'est égal, il y a rien. Il y a pas de bactéries, il y a rien. Pas d'êtres vivants qui vivent dans notre intestin. Non. Bon, finalement, c'est un peu remis en cause parce qu'on se rend compte que peut-être qu'il y a certaines bactéries à la naissance, mais c'est pas le facteur déterminant. À la naissance, on va prendre la flore intestinale, donc c'est-à-dire tout l'ensemble des micro-organismes possibles, donc levures, champignons, bactéries, virus, etc. Tout l'ensemble du microbiote intestinal, donc la flore intestinale, c'est le microbiote intestinal de la maman. Donc si on est par voie naturelle, si on est par césarienne, c'est un autre sujet. Avec un microbiote intestinal qui est pas encore tout à fait déterminé, puisque là c'est celui de la maman, et puis après on va avoir nos facteurs de vie, environnement, alimentation, stress, etc., qui vont influer sur ce microbiote. Donc c'est-à-dire sur cette diversité, cette population en fait. Puis finalement, en grandissant, etc., avec l'alimentation, comme j'ai dit, et les facteurs de vie, il va se diversifier ou il va s'amoindrir. C'est-à-dire que la clé d'un intestin, d'un microbiote sain, c'est vraiment la diversité. C'est-à-dire que plus il y a de population bactérienne ou microbienne, je vais dire, pour englober tout le monde, plus notre intestin et notre flore intestinale est solide, et plus on a moins de risque d'être malade. Et puis en fait, moins on en a, plus on a de risque d'être malade, puisque ça marche un peu, c'est un peu binaire. On a les très bonnes bactéries, les très bons microbes et les très mauvais. Si on amoindrit les bonnes bactéries, les très mauvais augmentent. Si on augmente les bonnes bactéries, les très mauvais diminuent. Et en fait, voilà, c'est un peu comme ça. Et donc, on retrouve un microbiote donc riche en mauvaises bactéries, en mauvais microbes, dans à peu près toutes les pathologies qui ont été testées, en fait. Et donc, c'est un problème, dont les allergies. Ok. Alors justement, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte aujourd'hui à quel point le microbiote est important pour la santé. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits ces dernières années justement autour de l'intestin et du microbiote en particulier, qui montrent qu'aujourd'hui les recherches sur le sujet sont absolument passionnantes et on découvre de plus en plus de choses et de plus en plus de déclencheurs en fait liés aussi à l'intestin et en particulier au microbiote. Ça influence sur notre humeur, ça influence sur l'état de notre santé, notre peau, notre plein de choses en fait, notre mental. Enfin ouais, plein de choses. Ouais. C'est absolument dément quoi. Et
Alors, on peut donner un exemple parce que c'est l'exemple qu'on utilise le plus souvent et qui est très pertinent aussi. C'est entre la Candida albicans, les gens qui, enfin, basiquement, si on simplifie un petit peu, parce que c'est plus complexe, mais on simplifie, les gens qui vont consommer beaucoup de produits sucrés ou à index glycémique élevé vont favoriser en fait le développement d'un champignon qui s'appelle donc la Candida albicans, qui n'est naturellement présent dans l'intestin. Et là, pareil, quand on consomme des produits sucrés, ça va favoriser le développement de ce champignon qui, lorsqu'il est en surdose, génère aussi des pathologies, des problèmes en fait, ce qu'on appelle une dysbiose. C'est un décalage entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Il y a une population qui l'emporte sur l'autre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Même d'ailleurs, s'il n'y a pas forcément de lien direct avec les symptômes, avec l'intestin et les symptômes qu'on a, c'est-à-dire que si on a par exemple de l'eczéma ou de l'urticaire ou une allergie, en fait, on va pas se dire, on va croire que par exemple, si on a eu de l'eczéma au niveau du bras, on va croire que ça vient du bras, alors qu'en fait, ça vient des intestins. Voilà, ça c'est vraiment très subtil et c'est vraiment très, très intéressant de comprendre que finalement, comme tu dis, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intestin. En fait, c'est lié avec l'intestin. Moi, je l'ai compris aussi très tôt lorsque j'ai soigné pas mal de mes pathologies en démarrant l'alimentation paléo, justement. C'était absolument phénoménal. Ok, donc ça, c'était un petit rappel donc, sur le microbiote, d'où il vient et effectivement à quoi il sert au quotidien. Ensuite, on va donc parler des allergies. Alors, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est qu'une allergie parce qu'on on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont concernés. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui connaît quelqu'un d'allergique dans son entourage. Est-ce qu'on peut définir rapidement ce qu'est une allergie? Comment ça se manifeste et d'où ça vient, en fait, dans les grandes lignes, pour simplifier? Mais en fait, c'est tout simple parce que c'est vraiment le mécanisme le plus facile à apprendre. C'est en gros certains aliments ou certaines protéines. Donc les protéines, c'est pas que les muscles. Une protéine, c'est une molécule qui sert un peu à tout. Voilà. Et donc certaines protéines qui peuvent venir par exemple des arbres, du pollen, etc. De ce qu'on mange aussi. Ce qu'on mange, ouais, les aliments aussi, ouais. Et donc en fait, c'est une réaction exagérée du système immunitaire, donc de nos défenses à nous, via quelque chose de plus ou moins normal. C'est-à-dire que nous, par exemple, moi, j'ai pas forcément d'allergie, j'ai plutôt des intolérances. Je vais expliquer la différence tout à l'heure. Mais par exemple, une allergie, déjà, ça peut être très grave. Ça peut conduire au décès de la personne. D'ailleurs, il y a eu un enfant, il y a un petit moment maintenant, qui est décédé juste parce qu'il a mangé une crêpe. Et en fait, donc c'est notre système immunitaire à nous, nos défenses à nous, qui vont surréagir, donc qui vont provoquer une réaction exagérée vis-à-vis donc d'un aliment ou du pollen ou peu importe une protéine ou une molécule qui interagit avec lui. Et en fait, le système immunitaire ne comprend pas, donc il va attaquer, et puis parfois ça peut être grave, quoi. Ok. Donc, je pense qu'on connaît tous des gens allergiques, comme j'expliquais tout à l'heure. Les allergies peuvent se manifester différemment, éternuement, démangeaison. D'où ça vient en fait? Pourquoi en fait notre corps comme ça? Alors, on commence avec le système immunitaire, mais d'où vient justement les symptômes qu'on peut avoir lors d'une allergie en fait, dans les grandes lignes? Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a deux grands groupes, on va dire, de réactions vis-à-vis de quelque chose. Il y a donc l'allergie. Donc ça, c'est quelque chose, comme je disais, qui peut être grave. Et l'intolérance, qui n'est pas grave, mais qui peut provoquer les mêmes symptômes. C'est-à-dire que pour donner un exemple tout bête et que tout le monde connaît, par exemple, être allergique à la caséine de lait, par exemple, ou peu importe, n'importe quoi, on va avoir, par exemple, un rash au niveau de la peau, de l'urticaire, des démangeaisons, les yeux et le nez qui coulent, etc. Et au niveau de l'intolérance, donc on connaît tous l'intolérance au lactose, là, ça n'a rien à voir avec le système immunitaire. C'est en fait que nos tissus ou notre microbiote intestinal, par exemple, ou notre capacité corporelle à digérer ce lactose, il n'est plus bon, il n'est plus efficace. Et donc, du coup, par exemple, l'intestin, il va sécréter beaucoup d'eau pour virer en fait le lactose. Et donc, ça entraîne des diarrhées, des maux de ventre, etc. Mais ça, l'intolérance au lactose, comme l'intolérance à l'histamine, ça n'a pas vraiment de lien avec le système immunitaire en soi, pas comme l'allergie. Okay. Et donc, pourquoi on développe ces symptômes? En fait, il faut juste comprendre le mécanisme en fait d'une allergie. Par exemple, vous avez l'entrée de l'allergène. Donc, l'allergène, c'est la protéine que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple la caséine. Une entrée d'allergène, c'est-à-dire que, par exemple, la caséine rentre dans le corps. Au début, ça fera rien.
Ça fera rien parce que le système immunitaire, donc là, ça va être le système immunitaire, on a le inné et le acquis. Ouais. Et donc, l'inné ne rentre pas forcément en lien direct avec l'allergie, ce sera plutôt celui qu'on développe après à un âge quand on est plus âgé, en fait. Et donc, en fait, l'acquis, il va mettre du temps. C'est un peu le principe des vaccins. En fait, c'est exactement ce principe-là. Donc, je vais utiliser la métaphore des vaccins. On se fait vacciner. Donc, par exemple, pour la poliomyélite, on va vous injecter la polio, le virus, mais on va pas, il va pas être vivant, il va être désactivé pour pas qu'il provoque la maladie, parce que le but c'est pas de finir avec la poliomyélite, même si ça arrive. Mais par contre, il y a les protéines marqueurs du virus qui sont présentes. Voilà, exactement. Et le système immunitaire, du coup, va détecter ce virus et dire, OK, j'ai réussi à le tuer. Et du coup, il y a une mémoire qui va se créer. C'est la mémoire immunitaire. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe avec l'allergie, du coup, c'est qu'il y a un premier contact avec la protéine. Sauf que là, à la différence des vaccins, c'est que le vaccin, la protéine, elle est désactivée. C'est-à-dire que il n'y a pas la maladie. Donc, le système immunitaire, dans l'allergie, plutôt que dans le vaccin, il va le voir la première fois. Il va dire, toi, je te connais pas. Je vais recruter un type de cellules immunitaires qui s'appelle macrophage, et phage, ça veut dire manger. Il va le manger, il va le phagocyter. Puis en plus, après cet allergène, parce que le système immunitaire est extrêmement intelligent, il va dire, tiens, le macrophage, donc toujours celui qui a mangé, par exemple, une protéine lambda, il va dire, tiens, je vais demander à mes collègues les lymphocytes T et B, donc système immunitaire acquis, il va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je te montre ce que j'ai sur ma peau à moi, la membrane de la cellule. Il va dire, tiens, je te montre ce que j'ai et dis-moi si c'est quelque chose de très mauvais ou si c'est quelque chose qu'on laisse tomber. Voilà. Et dans l'allergie, on laisse pas tomber. Donc les cellules T, H vont sécréter des molécules en quelque sorte et vont avertir un autre type de cellules qui s'appelle les cellules B. Les cellules B vont avoir un type d'immunoglobuline, c'est-à-dire des anticorps pour combattre cet allergène. Elles vont les exposer aussi sur leur peau et en fait, elles vont se balader un peu dans le système, dans le sang, etc. Et dès qu'elles vont croiser cet allergène-là, par exemple la caséine de lait, elle va se lier donc à l'immunoglobuline, donc l'anticorps, et ils vont dire, attends, mais toi, je te connais. Je sais ce que tu as déjà fait une fois. Je sais que le macrophage, il m'a dit que c'était pas bon. Donc, je vais libérer beaucoup d'histamine. Et donc, en libérant de l'histamine, on va avoir de l'œdème, des démangeaisons, des douleurs. Et c'est pour ça que quand vous êtes allergique, vous prenez des antihistaminiques, justement pour calmer en fait l'histamine qui est sécrétée en trop grande quantité dans le corps et qui a des effets en fait secondaires pas forcément cool, quoi. Donc les médicaments anti-allergiques servent justement à réduire en fait la quantité d'histamine, en fait, quoi. Mais pas traiter le vrai problème. Exactement. Si vous êtes allergique, pas intolérant, allergique à la caséine de lait, par exemple, il va falloir retirer. Vous le serez toujours, en fait, quoi. Voilà, vous le serez toujours. C'est juste vous éteignez les signaux d'alarme, en fait, on va dire, mais l'allergie est toujours là. Ok, donc on comprend un petit peu mieux comment ça marche. Enfin, moi-même, je donne un exemple. Moi-même, j'étais allergique, par exemple, aux graminées il y a encore quelques années. Je connais bien le problème. Pareil, j'avais des larmoiements, des éternuements, des démangeaisons. Dans des cas un peu extrêmes, je devais carrément m'enfermer chez moi pour plus être exposé aux graminées parce que et même la lumière me gênait, en fait. Je devais carrément fermer mes volets parce que j'étais vraiment en mode l'extérieur était devenu pathogène, en fait, quoi. Alors c'était des crises, en fait, c'est-à-dire que parfois ça passait, mais il y a des journées vraiment extrêmes où c'était vraiment très très violent, quoi. Et je prenais aussi pareil des antihistaminiques si je voulais sortir dehors parce que sinon c'était impossible, quoi. C'est un peu invivable. Alors, ok, donc on comprend bien donc le microbiote, les allergies. Maintenant, on va expliquer le lien entre les deux. Comment finalement un microbiote déséquilibré ou pas en bon état, lié à un mauvais style de vie, peut nous rendre allergiques. Joris, explique tout nous. Explique tout nous. Alors en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, plus on a de bonnes bactéries, donc par exemple Lactobacillus, les bifidobactéries, donc ça c'est des grands groupes, mais il y a plein de noms dérivés en dessous. Moins on a des bonnes bactéries, comme je disais tout à l'heure, plus on a de risques d'avoir des mauvaises bactéries, parce qu'elles se battent un peu pour avoir la place dans l'intestin privilégiée, et puis elles essayent que ce soit bonne ou mauvaise, elles essayent d'avoir le plus d'ampleur possible parce qu'elles sécrètent plein de choses
des hormones, des acides aminés, des vitamines ou parfois des mauvaises choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles veulent avoir cette espèce de place et d'être le plus importante possible pour pouvoir influer vraiment directement le corps. En fait, c'est un peu une guerre en fait, c'est un peu Game of Thrones en fait le truc. C'est ça, c'est Game of Thrones de l'intestin. Ouais, c'est ça. Game of Gut. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le microbiote intestinal, il se fait vraiment sur la longueur. C'est-à-dire que déjà, en 3 jours, vous pouvez modifier la plupart de votre microbiote intestinal. Donc, c'est super rapide. Ça va très vite. Hein. Ouais, ça va très vite. Et donc le premier axe de traitement, si on peut dire ça comme ça, c'est déjà avant même toujours prendre des antihistaminiques le temps qu'on a les symptômes, mais c'est surtout refaire en sorte que notre diversité intestinale soit bonne. Plus elle est riche, mieux c'est. En consommant les aliments qui vont la faire grandir la bonne et pas la mauvaise. On a vu certaines études montrent que moins de bonnes bactéries, on aura moins d'acides gras à chaîne courte. Et en fait, les acides gras à chaîne courte, c'est elles qui les produisent, ces bactéries-là. Et en fait, ces acides gras à chaîne courte, en fait, elles vont directement avoir un effet anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elles vont créer ou aider à créer les cellules immunitaires qui s'appellent des T-reg, donc les lymphocytes T régulateurs en fait, qui viennent quand justement il y a trop d'inflammation. Donc elles viennent, ces cellules, et elles disent ok, bon, toi, tais-toi maintenant, c'est bon, on a compris. Donc par exemple les macrophages tout à l'heure, ou les cellules T ou les cellules B, on leur dit calmez-vous, c'est pas si grave que ça. Sauf que si le microbiote est déséquilibré, on n'a pas ces acides gras à chaîne courte, on n'a pas de cellules immunitaires qui régulent en fait ça. Par exemple, on a aussi les oméga 3. Ils produisent une protéine qui s'appelle la résolvine. Et en fait, cette résolvine, elle est dérivée des EPA et des DHA, donc qu'on trouve dans les oméga 3. Et cette molécule, la résolvine D, elle vient calmer l'inflammation. Elle vient, pareil, comme pour les cellules T régulatrices. Donc, on a ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a des cellules bactériennes qui sécrètent du tryptophane, en fait. Donc, le tryptophane, c'est un acide aminé qui vient un peu pour tout, mais il est surtout connu pour l'humeur, le bien-être, on se sent bien, on est bien. Mais il vient aussi aider dans la motilité de l'intestin, c'est-à-dire que vu que c'est un muscle qui va bouger, si l'intestin ne bouge pas assez, il va y avoir une prolifération. C'est un peu comme par exemple une piscine. Si vous laissez la piscine sans forcément de traitement ou quoi que ce soit, eh ben, il va y avoir des algues, des choses parce qu'en fait ça bouge pas. C'est pour ça qu'il y a toujours un courant d'eau dans une piscine pour éviter justement que ça stagne. Voilà, exactement. On sait bien que les eaux stagnantes, en général, c'est plutôt prolifique en termes de bactéries. C'est pareil dans votre intestin. Moins ça bouge, plus c'est dangereux pour la prolifération bactérienne. Quoi. Ouais. Donc il y a tout ça à mettre en place et donc ça c'est pour la partie microbiote intestinal. Il y a plein d'autres choses, mais bon, sinon la vidéo elle dure des heures. Ouais. Mais là c'était vraiment les détails les plus précis qu'on connaît aujourd'hui et qu'on connaissait pas il y a 10-15 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous dire justement 3 aliments à favoriser pour avoir un bon microbiote intestinal et 3 aliments à éviter? Ouais. Alors, 3 aliments à favoriser. Déjà, les légumes verts foncés, c'est là où vous retrouverez le plus de nutriments. Par exemple, le chou kale. Exemple, épinards aussi, par exemple. Épinards. C'est les aliments végétaux, au-delà des algues, les plus riches en nutriments. Donc ça, c'est une bonne chose parce que non seulement ça va vous apporter énormément à vous, mais ça va apporter beaucoup à manger aux bactéries en fait. Et ces bactéries, elles vont pouvoir justement sécréter cette espèce d'acide gras à chaîne courte ou de tryptophane, comme je vous disais, de la synthèse de certaines bactéries. Et donc en fait, ça c'est super pour vous et pour votre microbiote. Les aliments riches en oméga 3, comme je disais tout à l'heure, on en a besoin. Donc que ce soit animal ou végétal, donc par exemple le saumon, le maquereau, les sardines, etc. Pour animal et pour justement, végétal. les végétaux foncés sont aussi riches en oméga 3, donc c'est plutôt une bonne chose. Les graines de lin aussi, les graines de chia, les noix. Les noix de Grenoble, c'est les plus riches en oméga 3. Okay. Donc voilà, ça c'est, je crois que je suis à 2 aliments là. Le 3e aliment, ça pourrait être les aliments probiotiques.
le kéfir, les choses comme ça, la choucroute, etc. Kombucha, ouais. Ouais, voilà. On trouve, si vous connaissez un petit peu, on trouve des grains, par exemple, sur Internet. C'est pas forcément, on ne trouve pas dans le commerce, mais sur les différents réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, on peut trouver Ouais. des gens qui vous envoient des graines et après, il n'y a plus qu'à les faire grandir dans un milieu qui est peu Mm. propice et voilà, c'est assez efficace. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour les 3 aliments bénéfiques. Et les 3 plus mauvais aliments, ce serait en quelque sorte la caséine, donc Donc, qu'on retrouve dans dans les les produits produits. laitiers, ouais, de vache Ouais. principalement. Le gluten qu'on retrouve dans beaucoup de céréales très connues comme le blé, le kamut. Bon, il n'est pas très connu le kamut, mais par exemple l'épeautre aussi, même si c'est pas le même type de gluten, voilà. C'est la céréale la plus connue, c'est le blé, c'est que les Français consomment en général. C'est dans le pain, c'est dans les C'est une pâtes. des bases de l'alimentation occidentale. Ouais, voilà, Quand, c'est ça. quand on regarde la pyramide du PNNS, les Ouais. céréales sont quasiment au premier niveau. Donc, Mm. après, il ne faut pas s'étonner que les gens soient malades. Ouais. Et puis un autre aliment bête. Alors, je dirais, est-ce que les produits industriels en général, c'est pas Ah bon oui, pour non, non, ça c'est. J'y pense jamais parce que je trouve ça tellement normal que j'ai tendance à oublier de le dire. Mais si vous consommez des sodas, des pizzas toutes faites, par exemple, il va y avoir plein de choses dedans qui vont favoriser le Ouais. développement des mauvaises bactéries parce que justement, c'est riche en sucre, riche en sel, riche en aliments pauvres. On parlait justement des aliments riches comme les aliments verts à foncés, vous n'avez Mm. pas en fait dans ce type d'aliments, quoi. Donc tout ce qui est aliments industriels, votre microbiote les connaît absolument pas et ça va complètement Ouais. désorganiser en fait votre microbiote. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, si on doit en rajouter un quatrième, évidemment, l'aliment qui contient la protéine à laquelle vous êtes allergique, il faudra la supprimer, évidemment. Logique. Ok. Donc, Voilà. pour revenir un peu à ce qu'on disait, on peut dire qu'en règle générale, du coup, les allergies en fait naissent dans l'intestin. Ah, mais enfin, c'est de plus en plus clair maintenant. Hmm. C'est ça. Maintenant, par exemple, la perméabilité intestinale, donc, vous avez vos intestins et vous avez des cellules qui tapissent tout votre corps, mais surtout, enfin, là, il y en a dans les intestins. Et en fait, entre ces cellules, normalement, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo live qu'on avait fait. Par exemple, ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, et normalement entre les deux, il y a une espèce de jonction en fait. C'est-à-dire que c'est comme du ciment. Normalement, ça doit pas passer. C'est-à-dire que là, si il y a des bactéries, des virus ou des protéines alimentaires qui doivent pas passer, normalement, elles peuvent pas passer ici parce que c'est fermé. Sauf que ça arrive que si par exemple on mange du gluten ou de la caséine ou des produits industriels, et ben en fait au lieu d'être bien serré, ça se dessert plus ou moins comme ça et puis bah finalement on peut rentrer en fait les bactéries, les virus, etc. Ils peuvent rentrer et dessous ces intestins, vous avez le système immunitaire, donc il est 80% ici. Qui gère en fait ça, c'est un peu son camp d'entraînement quand ça va bien, et puis en fait c'est un peu le chantier, la guerre quand ça va pas. Et finalement, donc cette perméabilité intestinale, elle découle d'un mauvais microbiote ou Et oui, d'aliments comme le blé, ou etc. parce que les deux sont liés. Quand le microbiote est en mauvais état, l'intestin va être en mauvais état aussi, et inversement en fait. C'est ça. Hmm. Et on retrouve par exemple une pathologie qui est extrêmement typique, qui est très liée avec les allergies, c'est l'asthme. Hmm. Et dans l'asthme, on a remarqué effectivement qu'on avait un microbiote déséquilibré et une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que trop de perméabilité, trop de cellules qui Ouais. sont détachées. Et donc, tout ça mis en lien, en fait, on se rend compte que c'est vraiment ici le problème plutôt que sur un morceau de votre peau ou dans votre nez, Il y a une quoi. analogie qui m'a passé dans la tête là quand tu as parlé des jonctions serrées. Tu vas me dire Ouais, ce que tu en penses. C'est un peu comme dans une boîte de nuit en fait. Il y a un videur qui laisse passer uniquement les c'est choses ça. bonnes dans la boîte de nuit. Les gens qui posent des problèmes ne rentrent pas. Et puis Mm. quand on mange des aliments qui sont mauvais pour notre intestin, le videur en fait il devient un peu idiot. Il laisse passer un peu n'importe qui C'est quoi. ça, ouais. Et du coup dans la boîte ça devient complètement le bordel si je puis me permettre Mm. l'expression. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc Il y a plus il y a plus de videur, quoi. voilà, il n'y a plus de videur, donc il faut rééquilibrer un peu le système pour que le videur soit de nouveau bon et qu'il laisse pas passer n'importe qui, quoi. Ouais. C'est un vrai système de filtration. Juste du coup, pour finir et pour vous donner mon cas personnel, moi, donc il y a encore quelques années, comme je m'expliquais, j'étais allergique du coup aux graminées. Donc un cas comme assez avancé puisque du coup je prends des antihistaminiques mai-juin de façon assez conséquente. C'était quasiment, j'ai pris un abonnement à la pharmacie quasiment pour en reprendre régulièrement. Et quand j'ai changé mon alimentation, quand justement j'ai pris vraiment soin de moi et que j'ai restauré mon intestin inconsciemment, parce qu'à l'époque j'avais pas forcément toutes ces notions, mais j'ai mangé mieux. Notamment j'ai mangé paléo. Savoir que les années passant, en fait mon allergie a diminué.
c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est très lent les allergies parce que il y a la mémoire immunitaire qui est présente, qui s'installe pour des années en fait. Comme je disais, les vaccins c'est des années en fait. C'est pas juste pour une semaine, ce sont des années. D'où aussi le système de rappel pour que le système immunitaire n'oublie pas ce qu'il a appris quoi. Et moi, je pense qu'en à peu près 3-4 ans, je me suis vraiment guéri de mon allergie. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout allergique aux graminées. Mais par contre, ça a été une amélioration progressive, le temps que mon système immunitaire, du coup, se déshabitue à attaquer en fait les graminées. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus de soucis. Mais je pense qu'effectivement, comme tu disais, à l'époque, j'avais un intestin qui était vraiment en mauvais état parce que mon alimentation était vraiment typique de l'alimentation moderne, riche en gluten, riche en produits transformés, riche en plein de choses pas forcément bonnes, riche en produits sucrés aussi. Donc voilà, donc c'est normal en fait que j'étais allergique, c'est normal que j'avais des problèmes de peau, c'est normal que j'avais des problèmes aussi des rhinites à répétition. Bref, je raconte pas ma vie, mais voilà en fait c'est un peu pour vous expliquer que quand on prend soin de son intestin, il y a plein de pathologies qui vont disparaître naturellement sans médicaments. Ça c'est plutôt intéressant. Si justement vous souhaitez tester votre microbiote, parce que vous dites ouais, ok, mais moi est-ce que je suis concerné? On vous a mis un lien dans la description de la vidéo qui est un lien vers un test pour voir en fait si vous n'avez pas des symptômes d'un microbiote et d'un intestin désorganisé. N'hésitez pas à cliquer, le lien est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. On vous met aussi le petit i ici comme info. En conclusion, Joris, microbiote, allergie, le mot de la fin, je te le laisse. Si vous soupçonnez des allergies ou une allergie vis-à-vis de quelque chose, vous ne saurez pas finalement si c'est une intolérance ou pas. Il faut aller voir un allergologue déjà pour faire le test parce qu'il faut être sûr que ce soit une allergie. Et après, vous pouvez essayer vous-même avec l'allergologue, le médecin, de mettre des choses en place pour rétablir la flore intestinale, rétablir la perméabilité intestinale, etc. Généralement, pour être honnête, les médecins ne sont pas très formés avec ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. Si tu parles de microbiote à un allergologue, je pense qu'il va travailler avec des gros yeux, genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Oui, c'est clair. À mon avis, encore un illuminé d'Internet qui a été lire. Il a été sur Doctissimo. Mais non, mais oui, après, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas dangereux de changer d'alimentation. Au contraire, c'est la meilleure alimentation qu'on puisse proposer. Donc, il n'y a pas de danger. Vous n'allez pas être en carence. Au contraire, vous allez avoir moins de carence. Vous allez être plus énergique, quoi que ce soit. Les compléments alimentaires, faut le faire. Faut les prendre avec quelqu'un qui a été formé pour ça. Enfin voilà, c'est tout un tout. Le naturel, même si j'aime pas trop dire naturel parce que ça fait un peu comme si c'était pas réel. La médecine alternative, on va dire, et la médecine conventionnelle ensemble, pas séparés. C'est-à-dire que si vous avez une allergie, vous faites pas tester, puis finalement vous testez plein de trucs, et en fait c'était pas du tout une allergie, c'est pas super. Il y a des tests qui existent, des dosages sanguins d'anticorps, un test qui s'appelle PRIC. Enfin, voilà, il saura vous dire au moins pour diagnostiquer, et il y aura certainement des traitements à mettre en place, mais vous pouvez essayer d'autres choses, quoi. Ok. Merci beaucoup, Joris. Encore une fois, vous avez le lien dans la description vers le document gratuit pour tester votre microbiote et votre intestin. N'hésitez pas à faire le test de votre côté et nous dire d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions sur le sujet. N'hésitez pas. Nous, on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao. Salut, Joris. Salut.